Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je vais faire un petit vidéo, encore une fois, qui va traiter de l'histoire de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceci m'a été inspiré par un très beau volume que j'ai découvert chez ma sœur, écrit par M. Danny Côté, et qui s'intitule « L'histoire de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean ». Ici, je vous montre le volume. C'est un très très beau volume, il est très très bien fait. Je voulais essayer de le faire avec un seul vidéo, mais c'est une tâche qui s'avère impossible pour moi, parce qu'il y a tellement d'informations dans ce volume-là. Il y a tellement eu de recherches de fait au sujet de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean que je devrais être obligé de le faire en deux parties. La première partie va traiter de l'industrie forestière, plus particulièrement de ses débuts avec les scieries qu'on trouve un peu partout dans la région, et pour se terminer avec l'avènement des pâtes et papiers dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et encore une fois, j'aimerais remercier M. Danny Côté de m'avoir permis d'utiliser son volume pour faire ce vidéo. Moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je viens d'Alma, et quand j'ai vu ce bouquin, je l'ai emprunté à ma sœur, et je vais faire un vidéo avec ça sur la région d'où je viens. Et le volume, je vais le résumer un peu, là. Il se compose, la première partie, ça traite de ses origines en 1945, l'histoire de la forêt. Et la deuxième partie, 4 saisons dans l'ordre, ça commence par l'automne, ça se passe dans les forêts, dans le bois, avec les bûcherons, la drave, toutes ces choses-là. Et la troisième partie, de 45 à 88. Moi, mon vidéo va partir des origines, aller jusqu'en 1988. Le livre a été publié en 1988. D'abord, si on fait un retour assez loin en arrière, on voit qu'il y a les Jésuites, en 1690, avaient implanté une petite scierie à Métabetchouane. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous autres, dans notre temps, on appelait Saint-Jérôme, mais aujourd'hui, les jeunes appellent ça Métabet. Il y a eu une scierie là en 1690. C'est sûr, quand les Jésuites se sont rendus en région pour évangéliser les Amérindiens, les Amérindiens demeuraient dans des tentes. Fait que probablement que les Jésuites ont pour construire des genres de camps, là, ils avaient implanté une petite scierie à Métabet, puis ils en ont implanté une autre en 1750 à Rivière-du-Moulin. Mais il faudra attendre en 1838 pour que la Société des 21, ça c'est ceux qui ont parti de Charlevoix, pour venir coloniser la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, commence l'exploitation de la forêt. Mais ils n'ont pas été chanceux parce qu'ils avaient formé un genre de joint venture là, pour exploiter la forêt. La première année, ils ont perdu 10 000 bio en forêt. Ils n'ont pas pu les récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement que la fonte des neiges est arrivée, puis peut-être que le dégel est arrivé plus tôt que prévu. Et probablement qu'ils ont perdu le bille, là. Les bio, autrement dit, ont pourri en forêt. Et la deuxième année, ils ont perdu un autre 12 000 bio, là, parce que l'estacade de la BDA s'était rompue, et là, ça partit à la dérive sur le Saguenay. Ceci fut la fin de la Société des 21 pour ce qui est du développement de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est alors que William Price entre en jeu et devient propriétaire des scieries que les 21 avaient. Et William Price, on voit la photo ici, ça c'est l'ancêtre de la compagnie Price. On sait que William Price était né en Angleterre, là, en 1867. Non, excusez. En 1800.
1807, il est mort en 1800, on va te le dire, là. En 1789, il était venu au monde, en Angleterre, et il est décédé en 1867, à l'âge de 78 ans. Il est décédé au Canada. Et tout au cours de l'histoire, nous allons voir que William Price est très, très important là, dans le domaine du développement de l'industrie forestière. Et il achète les 21, les deux scieries que les 21 possédaient pour 15 000 $. Dans ce temps-là, l'argent, ça valait vraiment une pièce, ça valait très... On faisait bien des choses avec $1 dans ces années-là. Et comme on le sait, comme je disais, William Price est arrivé au Canada en 1810. Et déjà, en 1838, il possédait deux scieries. Il y en avait une à Tadoussac et il y en avait une à Moulin-Bourdes. Ça, c'était sur la basse Côte-Nord, à cause de la Côte-Nord. Et William Price, comme je le dis, a une très très grande importance là, dans le développement des scieries, l'industrie forestière, même dans la province de Québec, qu'on pourrait dire. Et on voit que rapidement, William Price, en plus d'être un commerçant de bois, était, je dirais, un homme d'affaires très très aguerri. Et il a prospéré rapidement au Canada. Et on voit qu'il possède des scieries sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Et le monopole des scieries va régner presque une centaine d'années là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que chaque village, avec la colonisation, ça prenait une petite scierie pour bâtir les maisons et ces choses-là. Là. Fait qu'il y a eu des scieries d'implanter un peu partout, mais ça s'est fait à très petits pas. Et en 1842, là, il y a dans le bouquin, on l'intitule « Le légendaire Peter McLeod », dont la photo est ici. Ça, c'était un métis. Et lui, il pouvait agir à sa guise pour le développement des richesses naturelles, je dirais en territoire canadien, mais c'était un gars qui il était du Québec. Parce que dans ce temps-là, c'était tout régi par la compagnie de la baie du Thon. Tu ne pouvais pas exploiter une richesse naturelle sans passer par la baie du Thon. Et comme William Price commençait à prendre l'importance, et que peut-être que la Hudson Bay commençait à le regarder d'un peut-être avec un œil un peu suspect, Price va s'associer à McLeod. Et ça se fait en 1842. Et McLeod possédait déjà au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, il y avait une scierie sur la rivière Noire, sur la Côte-Nord. Et il y avait des droits au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur certaines rivières. Et Price, en s'associant à McLeod, autrement dit, se trouve à bypasser un peu le monopole de la Hudson Bay Company. Autrement dit, c'était McLeod qui figurait là, pour l'exploitation des richesses naturelles dont il avait la charge. Et comme je le disais, McLeod détient les droits sur deux chutes de la rivière du Moulin et Chicoutimi, et on pourrait construire deux scieries. C'est ça qui intéressait William Price. Et ensemble, ces deux scieries vont, quand ils vont être mis en marche, ils vont produire 250 000 madriers par année. Mais McLeod, quand il s'est associé à William Price, McLeod était endetté avec William Price pour une somme de 8 800 $. Probablement que c'est Price qui avait financé McLeod pour son moulin situé à Pointe-Noire. Et dans l'entente, il stipulait que McLeod, avec la scierie qu'il possède sur la Côte-Nord, rembourserait Price avec des madriers qui seraient faits à cette usine-là. Et vers 1858, là, les chantiers vont
l'exploitation de la forêt là, vont déborder des deux côtés du lac Saint-Jean. Avant, on parlait du Saguenay, Chicoutimi, la Région, Frontière, ces coins-là, je ne sais plus ça, toutes ces places-là. Mais en 1858, c'est là que l'exploitation forestière va débuter, disons, d'une façon que je qualifierais d'industrielle. Et là, ils ont réalisé, Price avec ses scieries a réalisé que les opérations au lac Saint-Jean n'étaient pas du tout rentables parce qu'il y avait trop de pertes de bio. Puis, il y avait des chutes, puis les rivières, il y avait en tout cas, il se perdait beaucoup de bois, là, de partir de la décharge du lac Saint-Jean, la petite décharge, va aller jusqu'à, disons, à Chicoutimi, là. Fait que là, il va faire une demande, vous voyez, il commençait à être très, très important, William Price, là. Il va faire une demande au gouvernement fédéral pour construire une série de saccades sur la petite décharge. Moi, je connais ça très, très bien parce que j'ai été élevé là et j'ai demeuré sur l'île Sainte-Anne, là, peut-être une quinzaine d'années. Et une construction de 7 digues. Ensuite de ça, il va installer une glissoire à demander de construire une glissoire à bio sur 1,7 km de longueur. Autrement dit, les anglo-saxons appellent ça une flume, je pense. Autrement dit, c'est un genre d'entonnoir, là. C'était fait comme ça, puis là, il y avait de l'eau qui coulait là-dedans, puis il y avait une petite pente. Fait que les bio embarquaient là-dedans, puis là, ils sautaient les rapides, là, puis ils évitaient autrement dit, là, il n'y avait pas de perte de bois, là, pour ce 1,7 km là, parce que dans ce temps-là, faut considérer que c'était de la forêt, puis c'était presque inatteignable, ces chutes-là, là. Ces rapides-là qu'il y avait dans ces endroits-là. Et ceci fut confié. Moi, j'avais entendu parler de Damas Boulanger. On nous disait, quand j'étais jeune, que ce fut le premier maire d'Annemasse. Et il y avait une maison, la maison de 100 ans, qui était située sur l'île Sainte-Anne. Mais elle était située près du chemin de fer. Dans ma jeunesse, c'était considéré un peu comme un endroit isolé, là. On comprenait pas trop pourquoi est-ce que Boulanger, Damas avait construit une grosse maison comme ça, là. Moi, dans mon temps, il y avait 2 logements, là, là, comme ça. Puis il y avait un escalier qui monte en haut, mais dans mon temps, ça n'existait plus, ça. Il y avait 2 logements. C'est parce que c'est installé là pour construire les digues et toute la tiraille que William Price avait demandé au gouvernement fédéral. On voit que Damas Boulanger, probablement que ça devait être un meneur d'hommes, là, pour que Price confie ça à Damas Boulanger pour construire tout ce système de digues, là. Il fallait qu'il n'ait confiance en Damas Boulanger. Et Price continue son expansion, là, partout au Québec. L'Empire Price, là, vers 1850, imaginez-vous, il est arrivé en 1810, le gars. En 1850, il possède une quarantaine de scieries dans la province de Québec. Et avec la disparition de McLeod, de Peter McLeod en 1952, là, Price devient propriétaire des installations de Chicoutimi et de la Rivière-du-Moulin. Parce que Price était, McLeod étant décédé, l'héritier légal, probablement que les papiers étaient faits comme ça, c'est William Price qui est devenu propriétaire. Et en 1855, William Price engage son fils William Evan, la photo numéro 3 qui est ici, pour lui succéder comme dirigeant de la compagnie. Et en 1867, le fondateur William Price abandonne les affaires. Et c'est alors que ce sont les 3 frères, David Edward, William Evan et Evan Jones, qui géreront l'entreprise. Jusqu'à l'arrivée de William Price III autour des années 1900. Et le lac Saint-Jean, ben là, on avait une petite idée de qu'est-ce qu'on pourrait produire là. En 1861,
il produisait des madriers pour à peu près 100 000 $. Et en 1871, les scieries du lac produisaient 235 000 $ de madriers. Et en 1880, là, il est arrivé un quart de crise économique en ce qui regarde la forêt. Un peu comme qu'on a entendu parler plus des années 30. On n'a pas connu ça, nous autres. Mais les années 30, il y a eu une crise économique énorme, là, puis avec tout ce qui se passe dans les médias sociaux, il y a toutes sortes de films qui ont été tournés là-dessus, et les gens sont au courant. Pourquoi? Parce qu'il y avait un traité de réciprocité entre les Américains et les Canadiens pour l'exportation du bois, des madriers, puis tout ce qui s'apprenait pour des produits de la forêt, des produits forestiers. Donc, ça a coupé de 50%, ça, l'approvisionnement, le marché pour les scieries du Canada. Et malgré ceci, la compagnie Presse a construit une autre scierie là, à Lens-Saint-Étienne en 1882. Et par la suite, ben, la compagnie Presse aussi ont eu de la difficulté. Là. Ils ont mis en vente deux scieries pour 225 000 $, là, soit la scierie de Chicoutimi et de Grande-Bay, mais ils n'ont pas trouvé preneur. Ils ont resté collés avec ça. Et William Price III, là, va restructurer l'entreprise. En 1899, il va la mettre en faillite. Pourquoi? Il y avait certaines raisons. Probablement que la loi sur les faillites n'était pas comme aujourd'hui. Là. En tout cas, il a mis l'entreprise en faillite. Là. Et en 1904, il incorpora la Price Brothers Company Limited. Ceci lui permettra d'être listé en bourse pour financer ses projets. Lors de l'émission, ils ont trouvé 2 millions de dollars en Angleterre. Là. Très facilement, là, ils ont trouvé l'argent qu'il fallait là, pour que Presse puisse continuer son expansion. Probablement qu'il était le marché de la compagnie Presse était en grande partie en Angleterre. C'est peut-être à cause de ça que la compagnie Presse a réussi à survivre, à passer au travers. Et par la suite, bien, la construction des scieries suivant la marche là, de la colonisation au Lac-Saint-Jean. Il y a eu une scierie construite à Roberval en 1855. Il y en a eu une à Saint-Félicien en 1877. Il y en a eu une à Saint-Prime en 1870. Il y en a eu une à Saint-Cœur-de-Marie en 1884 et à La Dorée en 1890. Vous voyez, là, à mesure que la colonisation avance, ça prenait des scieries, puis là, ça faisait vivre les paysans pouvaient vivre probablement mieux en exploitant la forêt et l'agriculture l'été. Et ce qui va arriver aussi, c'est qu'une nouvelle ère va se produire avec l'arrivée des usines de pâte et papier. Et on retrouve celui qu'on appelait le roi de la pulpe, J.F. Dubuc, surnommé le roi de la pulpe. Ça, c'était un important producteur qui était résident à Chicoutimi. Et en 1897 et 1898, la première usine de pulpe est construite à Chicoutimi au coût de 125 000 $. Imaginez-vous. 125 000 $. Aujourd'hui, tu n'achètes même pas de meule avec ça. Et elle produisait 35 tonnes de pulpe par jour. Et c'est sûr que ça ne faisait pas l'affaire de la compagnie Presse. C'est pourquoi Dubuc et la compagnie Presse a tout fait tout ce qui était possible de faire pour mettre des bâtons dans les roues à Dubuc. Parce que Dubuc était dans un domaine d'avenir. Je ne dis pas que les scieries n'avaient pas d'avenir, mais le papier s'en venait important et Dubuc avait une avance sur la compagnie Presse à ce sujet-là. Et au cours de ces années, là, Dubuc a eu plusieurs projets d'expansion, là. Et il a incorporé la compagnie sous le nom de North American Pulp and Paper Company.
c'est un consortium, ça, qui donne une valeur de 26 millions de dollars. C'est important, là, pour un petit Québécois de Chicoutimi. C'est lui qui était le grand boss de ça. Et il regroupait l'usine de Chicoutimi. Il avait acquis l'usine de Val-Jalbert, qui avait été construite par Jalbert. Mais lui, il l'avait acquis. Et il y avait plusieurs usines aux États-Unis, là. En tout, le conglomérat de Dubuque employait 3500 personnes. Et par la suite de la démission de Dubuque, il y a eu la faillite de la Hard Base Sulfide Company de Port-Alfred. Probablement que pour faire la pulpe, ça prenait du sulfite, là. Dans ce temps-là, ça marchait comme ça. Et entraîne la liquidation de la pulperie de Chicoutimi. En fin de compte, des actifs valables et les riches concessions forestières se sont vendus à la Québec Pulp and Paper Corporation et la compagnie Price Brothers. Voyez-vous, les Price étaient encore là, eux autres. Ça veut dire qu'eux autres, ils ont ramassé les valeurs, c'est surtout les réserves forestières là, qu'ils voulaient, là, de ce que Dubuque avait monté. Et ceci fut la fin des entreprises bâties par J.A. Dubuque. Mais j'ai relevé un petit quelque chose dans l'Internet au sujet de Dubuque. Là. Julien Édouard Alfred Dubuque, il est né en 1871, il est mort en 1947, il avait 76 ans. Ça a été le premier entrepreneur canadien-français qui a contrôlé une multinationale dans le domaine des pâtes et papiers. C'est pas pire pour le temps, pareil. Et c'était un... Il faisait la promotion disons, des Canadiens français là, pour qu'ils puissent accéder là, à l'industrialisation. Et il a été député fédéral de Chicoutimi-Saguenay de 1925 à 1945. Il a été maire de Chicoutimi de 1934 à 1936. C'est pour ça que quand j'étais jeune, j'entendais parler de Dubuque, mais je ne savais pas qui c'était. Mais je pense qu'il y avait le téléphone aussi. Je ne suis pas sûr, là, mais il me semble que quand j'étais jeune, on parlait de Dubuque téléphone, puis en tout cas, c'est peut-être probablement que c'est le même gars, là. Et là, on voit qu'à partir de cette date, là, les scieries vont... Je ne dis pas que les scieries ne seront pas importantes, là. Mais c'est les pâtes et papiers qui vont prendre de l'ampleur. Et vous avez, là, ici, là, vous avez eu la papeterie de Port-Alfred, qui s'est construite en 1928, la papeterie de Debiens, pulperie de Debiens en 1928, il y a eu la papeterie de Kedogami, la papeterie de Riverbend, la papeterie de Dolbeau, et beaucoup plus tard, l'usine de Pâte-Craft de Saint-Félicien, ça c'est notre temps, là, et l'usine de panneaux particules de Chambord, ça c'est construit par les Perrons de l'Abitibi, là, mais ça a été cédé aux Américains là, quelques années plus tard, là. Et à cette époque, j'ai ramassé une petite photo, là. Quand j'étais jeune, moi, si vous regardez cette image-là, imaginez-vous, ça c'est la papeterie de Riverbend. Ça c'était à Alma, ça. Regardez les montagnes de bois, des pitounes qui pouvaient s'amonceler là-dessus. Puis quand on faisait le tour du lac Saint-Jean, ben, c'était rien que ça qu'on voyait, parce qu'il y avait une usine, c'était des centaines de milliers de cordes de billes de 4 pieds là, pour faire du papier. Mais nous autres, on pensait dans ce temps-là que la forêt était inépuisable, là, puis que ça allait toujours rester, ça. Quand on voyait ça, imaginez-vous, on se disait, on voyait pas tout ce qu'on voyait quand on sortait un peu des chemins principaux du lac Saint-Jean. On s'en allait dans les campagnes, tout on tombait dans la forêt. Ça fait on n'osait pas imaginer que c'était impensable dans ces années-là que la forêt allait avoir une limite, là. Mais on voit aujourd'hui que toutes les richesses naturelles ont leurs propres limites et ils s'épuisent rapidement parce qu'on a des moyens de plus en plus sophistiqués pour les exploiter. Et en terminant, j'aimerais
remercier encore une fois M. Danny Côté de m'avoir permis de prendre son volume pour faire ce petit vidéo sur le développement de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.